Donnez-moi un instant et je vais vous montrer quelque chose de dérangeant. Vous n'êtes pas défini par l'image que vous projetez, mais par les murmures de vos plus petites habitudes. Celles que vous ne révélez jamais, celles que vous pensez que personne ne remarque. Ces schémas silencieux en disent plus sur qui vous êtes réellement et sur ce que vous essayez désespérément de cacher, que n'importe quel discours, tenue ou accomplissement ne pourrait le faire. Le silence comme miroir de la personnalité. Le silence n'est pas un vide. Le silence est une révélation. Lorsque vous vous taisez, lorsque le bruit de votre voix disparaît, votre corps se met à parler avec une honnêteté brutale. La façon dont vous croisez les bras, le rythme de votre respiration, le poids de votre regard, ce ne sont pas des gestes insignifiants, ce sont des confessions. La plupart des gens croient contrôler la façon dont le monde les perçoit, en choisissant soigneusement leurs mots, en soignant leur CV, en sélectionnant leurs publications. Mais observez-les dans le silence, et le masque glisse, car le silence est le grand démasqueur. Il pousse l'inconscient vers l'avant, et dans ces interstices, la vérité se révèle. Pensez à la dernière fois où quelqu'un vous a posé une question difficile, et où vous n'avez pas répondu immédiatement. Cette pause, sa durée, ce que vos yeux ont fait pendant ce laps de temps, si vous avez souri nerveusement ou si vous avez regardé droit devant vous, en a dit plus que vos mots n'auraient jamais pu le faire. Certains d'entre vous utilisent que le silence pour dominer, laissant son poids mettre les autres mal à l'aise. D'autres ne le supportent pas du tout, se précipitant pour combler le vide par un bavardage nerveux. Ce sont deux habitudes, ce sont deux miroirs. Voici la partie la plus dérangeante. Le silence révèle ce que vous craignez. Si vous ne supportez pas le calme, c'est que vous vous êtes entraîné à fuir vos propres pensées. Si vous vous en servez comme une arme, vous révélez une soif de contrôle que vous niez dans vos paroles. Et si vous restez calmement dans ce silence, sans rompre le contact visuel, vous montrez une assurance que la plupart des gens n'atteignent jamais. Nietzsche a écrit un jour que le silence est pire. Toutes les vérités que l'on tait deviennent vénéneuses. Ce qu'il voulait dire est simple. Lorsque vous ne supportez pas votre propre silence, vous devenez toxique pour vous-même. Vous commencez à combler le vide avec des distractions, des excuses et du bruit. Mais le monde le voit. Votre silence, qu'il soit agité ou serein, vous trahit. Alors avant de passer aux 17 habitudes silencieuses, commençons par ceci. Faites attention à votre silence, car dans ces quelques secondes d'immobilité, vous êtes plus à nu que jamais. Première habitude. Comment vous vous asseyez en attendant? Attendre semble passif, mais ça ne l'est pas. Chaque fois que vous attendez que quelqu'un arrive, que ce soit votre tour, que vous ayez une réponse, vous vous révélez sans vous en rendre compte. La façon dont vous vous asseyez, dont vous tenez vos mains, où votre regard se pose, comment votre corps prend ou se rétracte dans l'espace. C'est une biographie silencieuse de qui vous êtes quand rien ne vous est demandé. La plupart des gens pensent que l'attente est un temps mort. Ils croient que rien d'important ne se passe dans ces moments. Mais observez attentivement et vous verrez. L'attente est l'endroit où la vérité se révèle. Si vous gigotez, tripotez votre téléphone, faites défiler sans fin. Vous n'êtes pas en train de tuer le temps. Vous exposez votre malaise face à l'immobilité, votre peur d'être inoccupé, votre besoin d'échapper à la présence. Ce n'est pas de la relaxation, c'est de la fuite. D'autres font le contraire. Ils se replient sur eux-mêmes, les épaules voûtées, les yeux baissés, se faisant aussi petits que possible. Qu'est-ce que cela révèle? Une habitude d'auto-effacement, la croyance inconsciente qu'il ne mérite pas d'espace, que la visibilité est dangereuse. L'attente ne met pas seulement la patience à l'épreuve, elle révèle votre relation avec l'existence elle-même. Possédez-vous l'espace dans lequel vous êtes, ou le cédez-vous? Maintenant, observez ceux qui s'assoient différemment. Le dos droit, les épaules détendues mais ouvertes, la respiration mesurée. Ils n'attendent donc pas. Ils occupent l'espace. Ils ne traitent pas ces moments comme des moments morts. Ils les considèrent comme une preuve de présence.
Et lorsque vous voyez quelqu'un comme ça, vous savez instinctivement, il n'est pas à la merci de l'horloge. Il est l'horloge. Voici la vérité cachée. La façon dont vous vous asseyez dans les salles d'attente, dans les halls, dans les gares, même à un feu rouge, c'est la façon dont vous vous asseyez dans la vie. Agité ou enraciné, replié sur soi ou présent, distrait ou conscient. C'est une petite habitude, mais elle révèle à voix haute ce que vous cachez. Si vous vous faites suffisamment confiance pour simplement être. Nietzsche aurait dit « Montre-moi comment tu supportes l'attente, et je te montrerai ta philosophie de vie. » Parce que les minutes de calme ne sont pas un interlude. Elles sont le miroir le plus pur. Alors la prochaine fois que vous attendez, faites attention. Ne gigotez pas, ne vous repliez pas, ne disparaissez pas dans votre écran. Asseyez-vous comme si le monde vous regardait, parce que c'est le cas. Deuxième habitude. Ce que vous faites en premier le matin. Le matin est une confession. La première chose que vous faites après avoir ouvert les yeux n'est pas aléatoire. C'est un rituel, et les rituels révèlent vos loyautés. Avant que le monde n'intervienne, avant que les responsabilités ne s'imposent, votre instinct cherche quelque chose. Ce geste vous expose. La plupart des gens commencent de la même manière. Ils attrapent leur téléphone. Ils font défiler, ils vérifient leurs messages. Ils se plongent dans un flot d'informations. Ils pensent que c'est anodin. Mais ça ne l'est pas. Car dans ce simple geste, avant même d'avoir pris une seule respiration de vraie présence, vous avez abandonné votre souveraineté. Vous n'avez pas revendiqué la journée. Vous avez permis à la journée de vous revendiquer. Ce n'est pas de la commodité, c'est de l'obéissance. D'autres appuient sur snooze, encore et encore. Ils pensent qu'ils volent du temps à l'horloge. Mais la vérité, ils négocient avec eux-mêmes. Le snooze est un contrat silencieux qui dit « Je ne tiens pas ma parole ». Et chaque matin où vous rompez cette promesse, vous affaiblissez un peu plus votre colonne vertébrale. Puis, il y a ceux qui se réveillent et cherchent immédiatement le confort, le café avant la clarté, la distraction avant la direction. Ils le cachent derrière une routine, mais l'habitude parle. J'ai besoin de quelque chose d'extérieur avant de pouvoir me confronter à moi-même. Cette dépendance peut sembler petite, mais c'est un fil qui se prolonge dans tout le reste. Maintenant, observez les rares personnes qui commencent différemment. Ils s'assoient, respirent profondément, étirent leur corps, revendiquent le calme avant la tempête. Ils écrivent, réfléchissent ou restent simplement debout en silence pendant un instant avant de toucher un écran. Ils n'attendent pas qu'on leur dise ce qui est important. Ils décident. Leur matin annonce « Je me possède avant que le monde puisse me louer. Voici la vérité brutale. Les 5 premières 6 minutes de votre journée révèlent si vous vivez de manière réactive ou délibérée, si vous vous réveillez en tant que consommateur ou en tant que créateur, si vous avez besoin de bruit pour vous sentir vivant ou si la présence elle-même est suffisante. » Nietzsche a écrit un jour « Celui qui ne peut se commander à lui-même sera toujours commandé. » Le matin est l'endroit où cette vérité se manifeste. Si vous ne pouvez pas vous commander lorsque la page est blanche, vous obéirez à chaque interruption qui s'ensuivra. Alors demandez-vous, demain, lorsque vos yeux s'ouvriront, que dira votre premier acte de vous? Révélera-t-il votre soumission ou votre souveraineté? Troisième habitude. Comment vous réagissez au silence dans une conversation? Le silence entre les mots est plus fort que la parole. La plupart des gens pensent que les conversations sont construites sur des phrases, mais la vraie vérité se cache dans les espaces qui les séparent. La façon dont vous gérez cette pause, ce bref et lourd moment où personne ne parle, révèle le genre de pouvoir que vous portez et le genre de peur que vous cachez. Certaines personnes se précipitent pour combler le silence, désespérées d'éviter l'inconfort. Elles rient nerveusement, accumulent des bavardages inutiles ou se dépêchent d'obtenir un accord. Qu'est-ce que cela montre? Une peur du jugement, un besoin inconscient de prouver sa valeur en ne laissant jamais la tension vivre, ne serait-ce qu'une seconde. Mais voici le paradoxe.
En tuant le silence, elles tuent leur présence. Les gens ressentent leur insécurité bien avant qu'elles ne terminent leur phrase. D'autres brisent le silence avec des excuses. Désolé, je ne sais pas quoi dire, ou je ne voulais pas que ce soit gênant. Ils pensent être polis. En réalité, ils exposent leur soumission. Ils annoncent « Votre confort est plus important que ma vérité ». Et puis, il y a ceux qui se servent du silence comme une arme. Ils l'utilisent pour dominer, le laissant s'étirer jusqu'à ce que l'autre personne craque. Cela ressemble à du contrôle, mais au fond, cela révèle une soif, le besoin de gagner la bataille invisible de l'endurance. Même cela est une confession. Mais la présence la plus rare est différente. Quelqu'un qui reste simplement dans le silence sans peur, ne le comble pas, ne le force pas, ne s'en sert pas, le maintient simplement de manière stable et calme, comme si le silence lui appartenait. Ce n'est pas du vide, c'est de la gravité. Et quand vous la ressentez, vous vous penchez en avant, car elle est magnétique. Nietzsche a dit « Un jour, tout ce dont j'ai besoin, c'est d'une feuille de papier et de quoi écrire, et je peux alors retourner le monde à l'envers. Remplacer le papier par le silence, et la vérité demeure. Le silence est l'endroit où la force se révèle, car le silence ne peut être feint. Alors la prochaine fois que vous sentirez l'air se figer, ne fuyez pas, ne vous précipitez pas, ne vous excusez pas, laissez la pause vivre. Car dans ces secondes, les gens n'écoutent pas seulement vos mots, ils écoutent qui vous êtes. Quatrième habitude. Vos micro-pauses avant de répondre. Avant que vos mots n'apparaissent, votre vérité se révèle déjà. La fraction de seconde entre une question et votre réponse, cette minuscule pause que vous pensez que personne ne remarque, est souvent plus forte que la phrase qui suit. Car l'hésitation n'est pas le silence, c'est une révélation. Certaines pauses sont rapides, presque invisibles. Elles témoignent d'un instinct, d'une assurance, d'une congruence entre la pensée et la parole. Quand quelqu'un vous demande ce que vous croyez et que votre réponse arrive de manière claire et immédiate, ce n'est pas seulement de la décision, c'est de la congruence. Votre monde intérieur correspond à votre monde extérieur. Mais la plupart des pauses sont différentes. Elles s'étirent, elles s'attardent, et à l'intérieur de cette hésitation vit une guerre. Dites-vous votre vérité, ou la modifiez-vous pour qu'elle soit acceptable. Dites-vous ce que vous ressentez, ou le filtrez-vous par peur du jugement. Cette pause est le moment où votre masque s'ajuste en temps réel. Les gens le sentent, ils ne le nomment pas toujours, mais ils le ressentent. Le vide où le courage était censé vivre. D'autres utilisent le délai comme une stratégie. Ils temporisent, calculant la réponse la plus sûre, la plus impressionnante. Ils pensent que c'est du contrôle. Mais la pause révèle le calcul. Et le calcul révèle l'insécurité. La croyance que le soi brut, non poli, n'est pas suffisant. Et puis il y a les rares qui font une pause intentionnellement. Pas par peur, pas par stratégie, mais par précision. Leur silence n'est pas une hésitation, c'est un aiguisage. Quand ils finissent par parler, leurs mots ont du poids, parce que vous avez ressenti la gravité avant le son. Nietzsche a écrit un jour « Ceux qui se savent profonds s'efforcent d'être clairs. Ceux qui voudraient paraître profonds s'efforcent d'être obscurs. » Vos pauses révèlent lequel des deux vous êtes. Délayez-vous parce que vous êtes perdu ou parce que vous êtes délibéré. Alors, observez-vous. La prochaine fois que quelqu'un vous demandera « Qu'est-ce que tu en penses ?» Écoutez non pas votre réponse, mais l'espace qui la précède. C'est là que votre vrai moi s'exprime. Dans votre hésitation réside votre loyauté, soit envers la peur, soit envers la vérité. Et si vous voulez que les gens vous fassent confiance, qu'ils ressentent votre présence, apprenez ceci. La clarté n'a pas besoin de vitesse, mais elle n'a pas non plus besoin de déguisement. Votre pause est votre miroir. Ne la laissez pas exposer votre faiblesse. Laissez-la révéler votre maîtrise. Cinquième habitude.
comment vous regardez dans le miroir. Le miroir ne ment pas, mais il ne dit pas toujours la vérité que vous voulez. Chaque fois que vous faites face à votre reflet, vous ne vous contentez pas de vérifier votre apparence. Vous révélez votre relation avec vous-même, et la façon dont vous vous regardez, ou évitez de vous regarder, est l'une des habitudes silencieuses les plus révélatrices que vous ayez. Certaines personnes jettent un coup d'œil rapide, faisant à peine contact visuel avec leur propre reflet. Elles pensent que c'est de l'efficacité, qu'elles ne se soucient tout simplement pas des apparences. Mais cet évitement est une confession. Il dit « Je ne veux pas me regarder de trop près ». Cela révèle un malaise, voire de la honte, non pas à propos de la surface, mais à propos de la personne derrière les yeux. D'autres s'attardent trop longtemps. Ils inclinent la tête, ajustent leur posture, passent leurs mains dans leurs cheveux encore et encore. Cette habitude ne révèle pas de la vanité. Elle révèle de l'incertitude, une recherche constante de réassurance, une requête silencieuse. Est-ce que je suis suffisant ? Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui est à sa place ? Ensuite, il y a ceux qui se regardent de manière critique, à la recherche de défauts. Chaque ride, chaque cicatrice, chaque détail devient une preuve dans un procès contre eux-mêmes. Le miroir devient un tribunal, et ils sont à la fois juges et bourreaux. Cette habitude ne montre pas de la discipline, elle montre une trahison de soi, parce que lorsque vous ne voyez que ce qui ne va pas, vous déclarez la guerre à votre propre existence. Et pourtant, quelques personnes utilisent que le miroir différemment. Elles n'évitent pas, elles n'obsèdent pas, elles regardent directement, calmement, comme si elles reconnaissaient un allié, pas un ennemi. Leur regard est stable, ni avide de validation ni terrifié par l'exposition. Ce calme révèle une congruence. Elles savent qui elles sont, et elles n'ont pas besoin du miroir pour le confirmer. Nietzsche a dit « Celui qui se méprise se respecte encore comme celui qui méprise ». En d'autres termes, même le rejet de soi est une forme de relation. Le miroir vous montre celle que vous avez choisie, l'évitement, l'obsession, la condamnation ou l'acceptation. Alors demandez-vous, lorsque vous êtes devant votre reflet, que se passe-t-il pendant les 3 premières secondes ? Est-ce que c'est ce que vous grimacez ? Est-ce que vous retouchez ? Est-ce que vous attaquez ? Ou est-ce que vous reconnaissez ? Parce que le miroir ne vous montre pas vraiment votre visage. Il vous montre votre vérité. Et chaque matin, que vous l'admettiez ou non, vous révélez exactement ce que vous ressentez pour vous-même, silencieusement, sans un mot. 6e habitude. Vos excuses discrètes. Les excuses sont rarement bruyantes. Elles ne ressemblent pas toujours à « je ne peux pas » ou « c'est impossible ». Les excuses les plus dangereuses sont silencieuses, déguisées en logique, enveloppées de politesse, recouvertes de raison. Et la façon dont vous vous excusez, silencieusement, subtilement, révèle l'histoire que vous vivez. Certaines excuses portent le masque du timing. Vous vous dites « Je commencerai quand les choses se seront calmées, j'essaierai quand je serai prêt, j'avancerai une fois cette période passée ». Cela semble rationnel, mais ça ne l'est pas. C'est une hésitation déguisée en patience. Cela révèle votre peur cachée de commencer, votre addiction à attendre la permission du temps lui-même. D'autres excuses portent le masque de la responsabilité. Vous chuchotez « Je ne peux pas, parce qu'ils ont besoin de moi, parce que cela blesserait quelqu'un, parce que je dois être juste. » En surface, cela a l'air noble. Mais en dessous, cela révèle un évitement, le refus de faire face à votre propre désir, camouflé en sacrifice. Vous appelez cela de la loyauté, mais c'est la peur de vous choisir vous-même. Puis il y a les excuses déguisées en identité. Ce n'est pas qui je suis. Je ne suis pas fait pour ça. Je ne suis pas ce genre de personne. Cette habitude ne montre pas une prise de conscience de soi. Elle montre un auto-emprisonnement. Vous vous êtes enfermé dans une définition que vous n'avez même pas écrite, et vous appelez les barreaux votre nature. Et enfin, l'excuse la plus subtile, l'humour. Vous riez de vos rêves,
Vous minimisez vos échecs, vous prétendez que cela n'a pas d'importance. Mais ce sourire n'est pas de la liberté. C'est une armure, une manière silencieuse de dire « Si je ne me prends pas au sérieux, personne d'autre ne peut me blesser ». Pourtant, chaque blague entaille votre propre potentiel. Nietzsche a mis en garde. La forme la plus courante de désespoir est de ne pas être qui on est. Les excuses sont le déguisement de ce désespoir. Elles vous permettent de maintenir l'illusion du progrès, tout en vous assurant de ne jamais bouger. Alors, écoutez attentivement les justifications que vous vous chuchotez lorsque personne n'est là, car chacune est une confession, et chaque fois que vous vous excusez, vous ne protégez pas votre vie, vous la trahissez. 7e habitude. Comment vous mangez seul? La nourriture n'est pas seulement une question de survie, c'est un rituel, et la façon dont vous mangez lorsque personne ne vous regarde raconte une histoire plus forte que les repas que vous partagez en compagnie. Car dans la solitude, la performance disparaît, et la vérité de votre relation avec vous-même est révélée bouchée par bouchée. Certaines personnes se précipitent. Elles dévorent leur nourriture rapidement, font défiler, font plusieurs choses à la fois, goûtent à peine. Elles pensent que c'est de l'efficacité, la preuve d'une vie occupée, mais ce n'est pas le cas. C'est de l'évitement. Cette vitesse révèle l'impatience face à la présence, une incapacité à rester avec soi-même sans distraction. Ce n'est pas une faim de nourriture, c'est une faim d'échapper à l'immobilité. D'autres traitent le fait de manger seul comme quelque chose de honteux. Ils se voûtent, gardent que les yeux baissés, finissent rapidement comme s'ils s'excusaient d'exister. Qu'est-ce que cela révèle? Une croyance cachée. Je ne vaux pas le rituel de prendre soin de moi à moins que quelqu'un d'autre ne soit là pour en être témoin. Ils se nourrissent comme des fantômes, comme s'ils ne méritaient pas la cérémonie de l'attention. Puis, il y a ceux qui dramatisent le moment. Ils surpréparent, disposent tout parfaitement, se produisent même lorsque la pièce est vide. À première vue, cela ressemble à de l'amour-propre. Mais c'est souvent le contraire. Une répétition silencieuse pour l'approbation, la peur d'être ordinaire, à moins que tout ne soit mis en scène. Et puis, les rares personnes qui mangent en étant présentes, elles prennent leur temps. Elles mâchent en pleine conscience. Elles posent le téléphone de côté. Elles ne se précipitent pas, ne se cachent pas, ne se produisent pas. Leur habitude dit « Je suis une compagnie suffisante pour moi-même ». Ce calme révèle une vérité plus profonde. La solitude n'est pas un vide, c'est une plénitude. Nietzsche a écrit un jour « Celui qui a un pourquoi de vivre peut supporter presque n'importe quel comment ». Manger fait partie de votre comment. Et la façon dont vous le faites lorsque vous êtes seul chuchote la vérité de votre pourquoi. Fuyez-vous vous-même? Avez-vous honte de votre propre table? Ou vous asseyez-vous avec dignité, même en silence? Alors demandez-vous, la prochaine fois que vous mangerez seul, quelle histoire raconterez-vous sans mots? Parce que chaque bouchée n'est pas seulement de la nourriture, c'est un miroir. Et ce miroir, plus que n'importe quel festin avec d'autres, révèle qui vous êtes lorsque le masque est tombé. 8e habitude. La façon dont vous tenez votre téléphone. Votre téléphone n'est pas qu'un simple objet. C'est un miroir de votre psychologie. La façon dont vous le tenez, le touchez, le regardez lorsque personne ne vous observe, en dit plus sur votre monde intérieur que les mots que vous tapez sur son écran. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le téléphone qui est dans votre main, ce sont vos habitudes. Certaines personnes le tiennent fermement, les jointures blanches, faisant défiler sans fin comme si l'appareil était un masque à oxygène. Cette prise révèle une dépendance. Elle dit « Sans connexion constante, je m'effondre ». Ce n'est pas de l'attention, c'est une addiction déguisée en nécessité. D'autres tiennent leur téléphone de manière lâche, presque nerveusement, le vérifiant toutes les quelques secondes, allumant l'écran sans but. Ils n'ont pas besoin d'informations, ils ont besoin d'être rassurés. Chaque regard est une question silencieuse. Est-ce que je suis toujours vu? Est-ce que je suis toujours pertinent? Cette contraction trahit une insécurité plus profonde que n'importe quel appel manqué. Puis, il y a ceux qui posent leur téléphone face cachée,
comme pour prouver leur contrôle, mais qui jettent toujours des coups d'œil de côté, qui le tendent inconsciemment lorsqu'un faux signal agite leurs nerfs. Leur habitude révèle un conflit, un désir d'être libre, mais une peur plus profonde de la déconnexion. Ils font semblant de maîtriser la situation, mais la laissent et c'est bien visible. Et puis, les rares personnes qui traitent le téléphone différemment. Elles le mettent de côté, avec intention. Lorsqu'elles l'utilisent, elles le tiennent calmement, non pas comme une bouée de sauvetage, mais comme un outil. Elles ne le vérifient pas toutes les quelques minutes. Elles ne le laissent pas dicter leur posture, leur regard, leur silence. Ce calme révèle une souveraineté. Je possède cet appareil. Il ne me possède pas. Nietzsche n'a jamais connu les smartphones, mais il en a compris l'essence. Il a écrit « Celui qui ne peut se commander à lui-même sera toujours commandé. Votre téléphone n'est que le dernier commandant, à moins que vous n'en décidiez autrement. Alors, soyez attentifs. Le serrez-vous comme un bouclier. Le caressez-vous comme une bouée de sauvetage. Faites-vous semblant de l'ignorer tout en obéissant secrètement à son attraction. Ou le tenez-vous légèrement. L'utilisez-vous délibérément et le posez-vous sans peur. Parce que la façon dont vous tenez votre téléphone ne concerne pas la technologie. C'est ce qui vous tient, vous. 9e habitude. Les gestes que vous faites quand personne ne regarde. Votre corps se parle toujours, même quand vous pensez que personne n'écoute. Les gestes que vous faites en privé. La façon dont vos mains bougent. La façon dont vos épaules se déplacent. La façon dont vous froncez les sourcils ou soupirez lorsque personne ne vous regarde sont les expressions les plus pures de qui vous êtes. Parce que lorsque vous croyez que vous n'êtes pas vu, la performance s'arrête et la vérité se révèle. Certaines personnes s'agitent constamment, tapotent leurs doigts sur la table, cliquent sur des stylos, se rongent les ongles. Elles pensent que c'est anodin, juste de l'énergie nerveuse. Mais ces gestes révèlent quelque chose de plus profond. Une agitation intérieure, un refus de faire face à l'inconfort, un corps qui laisse échapper l'anxiété que l'esprit essaie de cacher. D'autres croisent les bras fermement, même seuls, comme s'ils se protégeaient d'yeux invisibles. Ils ne s'en rendent pas compte. Mais ce geste est une confession. Je vis sur la défensive, même quand il n'y a pas de menace. Ce n'est pas du confort, c'est une armure. Et le fait que vous la portiez dans la solitude signifie que vous ne l'enlevez jamais. Ensuite, il y a les gestes privés, exagérés. Se parler à soi-même avec des expressions dramatiques, rouler des yeux, répéter des conversations devant le miroir. À première vue, cela ressemble à une répétition anodine. Mais qu'est-ce que cela montre réellement? Une obsession cachée du contrôle, la peur d'être pris au dépourvu, le besoin de répéter l'authenticité jusqu'à ce qu'elle devienne une performance. Et puis, les rares personnes qui se déplacent différemment. Leurs gestes sont minimes, stables, épurés. Seuls, ils ne se contractent pas ou ne reculent pas. Ils s'assoient, respirent, s'étirent calmement. Cela ne signifie pas qu'ils sont parfaits. Cela signifie qu'ils sont en phase. Leur corps n'est pas en guerre avec lui-même. Leurs gestes chuchotent. Je suis bien dans ma peau. Nietzsche a dit un jour, votre corps est votre plus grande sagesse. Pisso. Oui, s'il voulait dire que la vérité ne se trouve pas seulement dans les mots ou les pensées. Elle se révèle à travers la posture, la respiration et le mouvement. Observez vos propres gestes dans les moments secrets et vous verrez le scénario brut de votre psychisme écrit dans les muscles et les os. Alors, demandez-vous, quand la pièce est vide, que font vos mains? Que confesse votre corps? Parce que dans ces moments invisibles, vos gestes sont plus forts que n'importe quel discours. Et ils révèlent non pas le masque que vous portez, mais le moi auquel vous ne pouvez échapper. 10e habitude. La façon de fermer les portes ou de les laisser ouvertes. Les portes sont des symboles. Chaque fois que vous en franchissez une, vous faites un choix. La fermer, la laisser ouverte, la claquer ou l'oublier. Et la façon dont vous gérez les portes, dans les pièces, dans les conversations, dans les relations, révèle silencieusement la façon dont vous avancez dans la vie elle-même.
Certaines personnes laissent toujours les portes entr'ouvertes. Elles se disent que c'est pratique, qu'il est plus facile de revenir, que cela n'a pas d'importance. Mais inconsciemment, cette habitude montre une hésitation, la peur de la finalité, le refus de s'engager. Leur vie devient une série de chemins à moitié ouverts, aucun n'étant pleinement choisi, aucun n'étant pleinement parcouru. D'autres ferment les portes brusquement, presque violemment. Ils ne remarquent peut-être pas le bruit, mais il est là, une empreinte de leur monde intérieur. Cette force révèle une tension contenue, une colère non résolue, le besoin d'annoncer. J'en ai fini ici. Il ne s'agit pas seulement de bois et de charnières, il s'agit de l'énergie qu'ils transportent dans chaque fin. Ensuite, il y a ceux qui ferment soigneusement, presque tendrement, les portes derrière eux. Clic. Pas de bruit, pas de hâte. Ce petit geste révèle quelque chose de rare, la pleine conscience. Ils respectent les transitions. Ils ne craignent pas les fins, et ils ne les dramatisent pas non plus. Ils terminent avec présence, et les gens le ressentent. Et certains ne ferment jamais les portes du tout, littéralement et métaphoriquement. Ils laissent les tâches inachevées, les relations qui s'éternisent, les conversations à moitié terminées. Ils pensent que c'est de la flexibilité, mais en réalité, c'est de l'évitement. Ils craignent le poids de la clôture, car la clôture les force à faire face à la perte, à la responsabilité ou à la vérité. Nietzsche a écrit un jour « Les actions les plus décisives sont toujours les plus silencieuses. » Fermer une porte est l'une de ces actions. Cela semble anodin, mais cela révèle votre relation aux limites, aux fins, au respect de l'espace, le vôtre et celui des autres. Alors, observez-vous, claquez-vous, vous éloignez-vous en laissant des vides derrière vous, fermez-vous avec intention. Chaque porte est un miroir, et votre habitude avec elle ne révèle pas seulement la façon dont vous gérez les espaces, elle montre la façon dont vous gérez les transitions, les décisions et les seuils invisibles de votre vie. Parce qu'en fin de compte, les portes ne séparent pas seulement les pièces. Elles séparent qui vous étiez, de qui vous êtes sur le point de devenir. Et la façon dont vous les fermez dit au monde à quel point vous êtes prêt à aller de l'avant. 11e habitude. Les mots de remplissage que vous ne remarquez même pas. Le langage n'est jamais neutre. Chaque mot que vous prononcez soit renforce votre présence, soit l'affaiblit. Et les minuscules mots de remplissage, les « genre »,« tu vois »,« peut-être »,« je suppose », ces ombres verbales que vous remarquez à peine, révèlent silencieusement la vérité sur votre état intérieur. La plupart des gens les ignorent. Ils disent « c'est juste une habitude, tout le monde le fait ». Mais chaque mot parasite est plus qu'un simple bruit. C'est de l'hésitation déguisée en parole. Il montre où vous doutez de vous-même, où votre clarté faiblit, où votre besoin d'adoucir votre vérité l'emporte sur votre capacité à l'assumer. Lorsque vous truffez vos phrases de « peut-être » et « je pense » avant chaque opinion, vous n'êtes pas poli. Vous annoncez « je ne soutiens pas pleinement mes pensées ». Lorsque vous terminez par « tu vois », vous ne créez pas de lien. Vous suppliez d'être validé. Et lorsque chaque pause est remplie de « et genre », vous révélez votre malaise face au silence, le même silence qui aurait pu donner du poids à vos mots. Certaines personnes utilisent les mots de remplissage de manière stratégique pour paraître décontractées, abordables, non menaçantes. Mais voici le paradoxe. Plus vous diluez, moins vous êtes entendu. L'habitude ne montre pas l'humilité. Elle montre la peur de la clarté. Parce que la clarté a des conséquences. Et puis, il y a les rares qui parlent clairement. Leurs phrases sont nettes, débarrassées du superflu, prononcées sans excuse. Ils ne comblent pas le silence avec des syllabes nerveuses. Ils laissent que la pause respirer. Et à cause de cela, leurs mots portent plus, même s'ils sont peu nombreux. Nietzsche a dit un jour « Toutes les grandes vérités commencent comme des blasphèmes. Dire la vérité demande du courage. Le courage de ne pas l'adoucir, de ne pas la décorer d'hésitation. Vos mots de remplissage révèlent si vous avez ce courage. Alors la prochaine fois que vous parlez, écoutez-vous. Comptez les genres, les peut-être, les je ne sais pas. Chacun est une confession.
Chacun est la preuve que vous préférez diluer votre présence plutôt que de risquer d'être pleinement vu. Mais voici le défi. Arrêtez de remplir. Laissez le silence faire le gros du travail. Parce que lorsque vous enlevez les parasites, ce qui reste n'est pas seulement vos mots. C'est vous, indéniable, non caché, non édité. 12e habitude. La façon dont vous réagissez aux demandes. Chaque demande est un test, pas seulement de générosité, mais de limite, de courage, d'identité. La façon dont vous répondez lorsque quelqu'un vous demande de votre temps, de votre énergie, de votre aide, surtout lorsque la demande est petite, révèle qui vous êtes vraiment et ce que vous cachez derrière le masque de la politesse. Certaines personnes disent oui instantanément, presque par réflexe. Elles pensent que cela prouve la gentillesse, la loyauté, l'altruisme. Mais ce que cela montre vraiment, c'est la peur de décevoir, la peur de ne pas être aimé, la peur des conflits. Leur oui n'est pas de la générosité. C'est de la soumission déguisée en vertu. D'autres esquivent les demandes avec des excuses. J'aimerais bien, mais je suis occupé. Ou peut-être plus tard. Elles croient se protéger. Mais en vérité, elles ont peur de la clarté. Elles n'osent pas dire non clairement. Alors elles s'échappent dans des demi-vérités. Et chaque fois qu'elles le font, elles fracturent un peu plus leur intégrité. Ensuite, il y a ceux qui s'irritent à la moindre demande, réagissant avec agacement, comme si chaque demande était une attaque. Cette habitude ne montre pas de force, elle montre de l'insécurité, la peur que donner une fois conduise à être dévoré, la suspicion que les gens ne s'approchent que pour prendre. Leur attitude défensive révèle la prison de méfiance dans laquelle elles vivent. Et puis, les rares personnes qui répondent différemment. Elles font une pause. Elles pèsent que la demande par rapport à leurs valeurs, leurs priorités, leur énergie. Quand elles disent oui, c'est de tout cœur. Quand elles disent non, c'est clairement, sans excuse, sans déguisement. Leur réponse ne fait pas toujours plaisir, mais elle porte toujours du respect, pour elles-mêmes et pour l'autre personne. Nietzsche a écrit un jour « Aucun prix n'est trop élevé pour avoir le privilège de se posséder. » Oh, bon. Votre réponse aux demandes montre si vous vous possédez ou si vous vous êtes loué à la culpabilité, à la peur ou à l'habitude. Alors, soyez attentifs. Cédez-vous instantanément, esquivez-vous, vous défendez-vous ou décidez-vous. Parce que chaque fois que quelqu'un vous demande quelque chose, vous ne répondez pas seulement à lui, vous vous répondez à vous-même. Et votre habitude dans ces moments révèle si vous vivez en tant que votre propre maître ou en tant que ressource de quelqu'un d'autre. 13e habitude. Le rythme de votre respiration quand vous êtes stressé. La respiration est à la vérité. Vous pouvez entraîner votre sourire, polir vos mots, contrôler votre posture. Mais votre respiration vous trahit. Le rythme de votre inspiration et de votre expiration sous le stress est l'une des fenêtres les plus claires sur qui vous êtes sous la surface. Certaines personnes retiennent leur souffle au moment où la tension monte. Les épaules se raidissent, les poumons se bloquent, l'air s'arrête. Elles ne le remarquent pas, mais tout le monde autour le ressent. Ce gel subtil qui crie « Je me prépare à l'impact ». Ce n'est pas de la force, c'est de la peur déguisée en immobilité. Un corps se préparant à l'attaque ou à l'effondrement. D'autres respirent vite et de manière superficielle, la poitrine se soulevant par de rapides à-coups. Ils peuvent sourire, hocher la tête, même faire semblant d'être calmes, mais leur respiration révèle la tempête. Ce rythme rapide révèle une habitude de panique, de laisser la peur dicter le corps bien avant que l'esprit ne l'admette. La respiration superficielle est une confession. Je ne me fais pas confiance pour endurer. Certains essaient de masquer la tension avec des soupirs exagérés. Ils expirent bruyamment, comme pour relâcher la pression. Mais ces soupirs ne les libèrent pas. Ils font la publicité de l'épuisement, d'un corps qui laisse échapper la résignation. Cela dit à la pièce, je suis dépassé. Je ne peux pas supporter ça.
même si les mots ne quittent jamais leur bouche. Et puis, il y a les rares personnes qui respirent différemment. Même sous le stress, leurs inspirations restent stables, leurs expirations mesurées, pas forcées, pas dramatiques, juste contrôlées. Leur habitude chuchote. Je me maîtrise, même quand le monde essaye de me commander, et les gens le sentent instantanément, le calme de leur présence, l'autorité qui n'a pas besoin de volume. Nietzsche a écrit « La liberté est la volonté d'être responsable de soi-même ». La respiration sous tension est le point de départ de cette responsabilité. Parce que si vous ne pouvez pas maîtriser votre respiration dans le chaos, vous ne pouvez rien maîtriser. Alors la prochaine fois que votre cœur s'emballe, écoutez attentivement. Votre respiration est-elle gelée? Est-elle frénétique? Laisse-t-elle échapper la résignation? Ou est-elle stable, calme, délibérée? Parce que chaque inspiration sous pression révèle si vous êtes prisonnier de votre peur ou commandant de votre présence. 14e habitude. Les petits rituels avant de dormir. La nuit est une confession. Les dernières minutes avant le sommeil sont le miroir le plus pur de votre vie. Car lorsque le bruit du jour disparaît, vos rituels révèlent les vérités que vous essayez de cacher. Ce que vous faites avant de fermer les yeux, ou ce que vous évitez de faire, expose silencieusement la relation que vous avez avec vous-même. Certaines personnes s'engourdissent avec des écrans, faisant défiler sans fin jusqu'à ce que leur corps s'effondre. Elles disent que c'est de la relaxation, une façon de débrancher. Mais en réalité, c'est une fuite. Cette habitude révèle la peur du silence, la peur de se retrouver seul avec ses propres pensées. Elles ne s'endorment pas, elles fuient vers l'inconscience. D'autres s'obsèdent sur les détails, vérifier les serrures encore et encore, ajuster les oreillers, arranger les couvertures parfaitement. Elles pensent que c'est de la discipline, de l'ordre, de la responsabilité. Mais en dessous se trouve souvent de l'anxiété, la croyance cachée que le monde s'effondrera si elle ne contrôle pas chaque détail avant de se rendre au repos. Ensuite, il y a ceux qui retardent le sommeil, restant éveillés bien après l'épuisement. Ils le portent comme un badge de productivité ou de créativité. Mais ce rituel n'est pas de l'ambition, c'est de l'évitement. Il résiste à la vulnérabilité du repos, parce que le sommeil signifie lâcher prise, et lâcher prise les terrifie plus que la fatigue. Et pourtant, certains traitent la nuit différemment. Ils l'abordent avec intention. Ils lisent, réfléchissent, écrivent une ligne de gratitude, respirent profondément ou s'assoient simplement dans le calme avant de se coucher. Ces petits actes ne sont pas une routine. C'est une déclaration. Je termine la journée à mes conditions. Leurs rituels révèlent un alignement, la capacité de clore un chapitre proprement avant d'en ouvrir un nouveau. Nietzsche a écrit ainsi un jour « Celui qui lutte contre les monstres doit veiller à ne pas devenir, ce faisant, un monstre. » La nuit, le monstre est souvent votre propre esprit agité. Et les rituels que vous choisissez avant de dormir révèlent si vous le domptez, si vous le fuyez ou si vous vous y rendez. Alors demandez-vous, à quoi ressemblent vos 10 dernières minutes de la journée? Révèlent-elles l'évitement, l'anxiété, la résistance ou la présence? Parce que ces rituels silencieux ne concernent pas seulement le repos, ils concernent la vérité. Et la vérité se montre toujours avant que les lumières ne s'éteignent. 15e habitude. La façon dont vous écoutez les gens, avec les yeux ou seulement les oreilles. Écouter ne se limite pas au son, il s'agit de présence. La plupart des gens pensent qu'ils sont de bons auditeurs parce qu'ils entendent les mots. Mais la vérité est que les mots ne représentent que la moitié de la conversation. La façon dont vous écoutez, avec vos yeux, votre corps, votre silence, révèle si vous vous connectez ou si vous attendez simplement votre tour de parler. Certaines personnes hochent la tête automatiquement, les yeux vagabonds, les mains tripotant leur téléphone ou leurs vêtements. Elles pensent montrer de l'attention, mais elles n'écoutent même pas. Elles endurent. Leur habitude révèle de l'impatience, la croyance cachée que les mots des autres sont des obstacles entre elles et leur propre programme. D'autres regardent le sol, le mur, n'importe où sauf la personne en face d'elles.
Elles se disent que cela les aide à se concentrer. Mais cet évitement est une confession silencieuse. Je suis mal à l'aise avec l'intimité. J'ai peur d'être pleinement vu pendant que j'écoute. Leurs oreilles sont ouvertes, mais leur présence est fermée. Ensuite, il y a ceux qui interrompent constamment, finissent les phrases, se précipitent avec des réponses. Ils appellent ça de l'enthousiasme. En réalité, cela révèle de l'insécurité, la peur que le silence les rende invisibles, le besoin de se réaffirmer avant même que les mots de l'autre personne ne soient complets. Et pourtant, quelques rares personnes écoutent et sentent différemment. Elles regardent directement, calmement, sans percer, sans agitation. Leur corps est immobile, leurs yeux restent présents. Elles ne comblent pas le silence avec des hochements de tête ou des bruits. Elles laissent les mots de l'autre personne respirer. Et à cause de cela, les gens ressentent quelque chose de rare. Le poids d'être pleinement écouté. Ce genre d'écoute ne révèle pas seulement du respect. Il révèle de la force de maintenir l'espace sans avoir peur de s'y perdre. Nietzsche a dit un jour, « Le mensonge le plus courant est bien le mensonge qu'on se fait à soi-même. » L'écoute révèle si vous vivez dans le mensonge, car si vous ne pouvez même pas écouter un autre être humain sans distraction, vous ne pouvez pas vous écouter vous-même. Alors, observez-vous lors de la prochaine conversation. Vos yeux vagabondent-ils? Vous précipitez-vous pour répondre? Ou pouvez-vous rester immobile, absorbé et laisser le silence porter un sens? Parce que la façon dont vous écoutez ne concerne pas l'autre personne. Elle vous concerne. Et la façon dont vous écoutez révèle si vous êtes présent ou absent, même lorsque vos oreilles sont ouvertes. 16e habitude. La façon de marcher quand vous êtes seul. Votre marche est votre signature. Lorsque vous vous déplacez dans le monde sans compagnie, lorsque personne ne vous regarde, vos pas révèlent qui vous êtes plus que n'importe quel mot ou titre ne pourrait jamais le faire. Parce que marcher n'est pas seulement un moyen de transport. C'est une présence en mouvement. Certaines personnes marchent vite, presque en courant, les yeux baissés, les épaules en avant. Elles disent que c'est de l'efficacité, qu'elles sont simplement pressées. Mais souvent, ce n'est pas de l'urgence, c'est une fuite. Leur rythme révèle un esprit qui ne peut pas rester tranquille, un corps qui fuit le silence, une peur cachée que s'ils ralentissent, le poids d'eux-mêmes les rattrapera. D'autres traînent lentement, hésitants, avec de petits pas incertains. Ils pensent à s'être détendus, mais leur marche confesse autre chose, la passivité, une vie vécue dans l'hésitation, un corps qui n'annonce pas de direction mais dérive. Chaque pas chuchote. Je ne suis pas sûr d'être à ma place ici. Certains piétinent, lourdement et bruyamment. Leurs pas résonnent dans les couloirs, non par force, mais par le besoin d'être remarqués. Ce bruit n'est pas de l'assurance, c'est un cri. Vois-moi, sans moi, ne m'ignore pas. C'est une présence construite sur le volume, pas sur la substance. Et puis, il y a les rares personnes dont les pas sont équilibrés, ni frénétiques, ni hésitants, ni piétinants, ni se recroquevillant. Leur marche est stable, délibérée, en phase avec leur respiration. Ils se déplacent comme si le sol lui-même leur appartenait, non pas de manière agressive, mais avec une certitude tranquille. Et quand vous le voyez, vous savez, cette personne ne fait pas que traverser l'espace, elle le revendique. Nietzsche a écrit un jour, « Toutes les pensées vraiment grandes sont conçues en marchant ». La marche, selon lui, n'était pas seulement un mouvement, mais une méditation, le reflet d'un ordre intérieur. La façon dont vous marchez seul révèle si votre monde intérieur est chaotique, anxieux, timide ou enraciné, présent, maître. Alors, soyez attentif la prochaine fois que vous marchez seul. Vous précipitez-vous vers nulle part? Hésitez-vous à chaque pas? Piétinez-vous pour être remarqué? Ou vous déplacez-vous avec une intention stable? Parce que votre marche ne concerne pas seulement la destination. Elle concerne qui vous êtes pendant que vous y arrivez. Et le monde lit cette vérité à chaque pas que vous faites. 17e habitude. Comment vous gérez l'attente? L'attente est une révélation. Lorsque rien ne se passe,
lorsque le monde vous oblige à faire une pause, lorsque les progrès s'arrêtent, c'est là que votre vraie nature émerge. Car n'importe qui peut paraître confiant en mouvement. Mais dans l'attente, il n'y a pas de déguisement. Votre patience, vos pulsions, vos peurs cachées se manifestent toutes. Certaines personnes ne peuvent pas le supporter. Elles s'agitent, font défiler, arpentent, soupirent. Chaque seconde semble insupportable. Elles pensent que cela prouve l'ambition, une soif de progrès. Mais ce n'est pas le cas. Cela révèle une dépendance, l'incapacité d'exister sans stimulation. Leur habitude confesse « Je ne sais pas comment être immobile avec moi-même ». D'autres remplissent le temps avec des distractions sans fin. Notifications, ragots, tâches insignifiantes. Elles appellent cela de la productivité, mais c'est du camouflage. Elles ne travaillent pas. Elles fuient. Elles fuient l'inconfort du calme, la confrontation avec leurs propres pensées. Certains transforment l'attente en ressentiment. Ils marmonnent, se plaignent, regardent l'horloge avec colère, maudissent le retard. Mais la colère contre le temps ne révèle que la faiblesse, l'illusion que la vie vous doit de la rapidité, que la frustration peut d'une manière ou d'une autre modifier la réalité. Ce n'est pas le cas. Elle ne fait qu'exposer votre manque de maîtrise de vous-même. Et puis, il y a les rares personnes qui abordent l'attente différemment. Elles s'assoient calmement, respirent profondément, utilisent que la pause comme un espace. Elles pensent, observent, remarquent des détails que les autres manquent. Leur immobilité n'est pas passive, elle est chargée. Elle ne laisse pas l'attente les gâcher. Elle la transforme en présence. Cette habitude chuchote. Je ne suis pas si à la merci du temps. C'est le temps qui me sert. Nietzsche a dit un jour, « Celui qui a un pourquoi de vivre peut supporter presque n'importe quel comment. » L'attente est l'un de ces comment. Si vous n'avez pas de pourquoi, l'attente vous détruit. Si vous en avez un, l'attente vous aiguise. Alors demandez-vous, lorsque vous êtes obligé d'attendre, dans les files d'attente, dans les halls, dans la vie, que se passe-t-il? Vous effondrez-vous dans l'impatience? Disparaissez-vous dans la distraction? Vous noyez-vous dans le ressentiment? Ou restez-vous stable, utilisant l'immobilité comme carburant? Parce que la façon dont vous attendez révèle plus que ce que vous poursuivez. Elle révèle si vous êtes porté par le temps ou si vous le portez. La grande révélation. Maintenant, vous les avez vues. 17 habitudes silencieuses. 17 signaux invisibles qui trahissent plus d'effectifs, plus de vérité que n'importe quelle confession. Et voici la révélation. Vous ne vous êtes jamais aussi bien caché que vous le pensiez. Vous pensiez que votre masque fonctionnait, que les mots, les vêtements, les réalisations, même vos sourires, pouvaient cacher ce qui se trouve en dessous. Mais votre corps a parlé. Vos rituels ont parlé. Votre silence a parlé. Et ils ont parlé plus fort que vous ne l'aviez jamais imaginé. La façon dont vous attendez, la façon dont vous mangez, la façon dont vous marchez seul, la façon dont vous regardez votre téléphone, le miroir, vous-même. Ce ne sont pas des bizarreries aléatoires, ce sont des coordonnées. Ensemble, elles tracent le contour de qui vous êtes. Pas la version que vous présentez au monde, mais celle que vous portez lorsque personne ne vous regarde. La plupart des gens ignoreront cela. Ils diront « c'est juste une habitude, rien de plus ». Mais les habitudes ne sont jamais rien. Les habitudes sont de la répétition, et la répétition est de la dévotion. Ce que vous répétez en silence est ce que vous adorez vraiment. Si vous adorez la distraction, cela se voit. Si vous adorez la peur, cela se voit. Si vous adorez la présence, cela se voit aussi. Nietzsche a dit un jour « Deviens ce que tu es, pas ce que tu prétends être, pas ce que les autres t'ont appris à être, qui tu es. » Ces 17 habitudes ne sont pas des chaînes destinées à vous condamner, ce sont des miroirs destinés à vous éveiller. Alors, voici la question à laquelle vous seul pouvez répondre. Maintenant que vous vous êtes vu exposé, que ferez-vous? L'ignorerez-vous? L'enterrerez-vous? Passerez-vous à autre chose, comme n'importe quelle autre vérité inconfortable? Ou ferez-vous une pause, une vraie pause, et déciderez-vous de faire face à ce que ces habitudes révèlent? Parce qu'en fin de compte, vous n'avez pas besoin d'inventer un moi plus fort. Vous n'avez pas besoin de construire une nouvelle personnalité de A à Z.
Vous n'avez qu'à découvrir celle qui a toujours été là, enterrée sous l'hésitation, les excuses, les distractions. Les habitudes vous ont trahi. Maintenant, vous pouvez les laisser vous contrôler, ou vous pouvez les laisser vous libérer. Alors, qui êtes-vous? Qui êtes-vous, vraiment?